Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur les antennes de l'Intelligent TV. Bienvenue dans cette émission, l'invité. Notre invité du jour est au Maroc. Il se nomme Jacques Loa. Il est le président de l'association Jeunesse consciente et participative de la diaspora ivoirienne au Maroc. En abrégé, ça donne JCPIM. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Jacques. Bonsoir. Merci de votre Alors, invitation. vous êtes au Maroc depuis 2013, c'est bien cela. Vous y êtes allé après avoir obtenu le bac pour poursuivre les études. Vous êtes à la tête d'une association qui est la JCPIM. Présentez-nous un peu cette association. Merci. Merci infiniment de cette opportunité. Permettez-moi de vous rendre hommage pour tout ce que vous faites pour tous les Ivoiriens de la diaspora. Merci Je dois beaucoup. vous dire particulièrement que je suis de très près votre mission, de tout ce qui s'est passé en Tunisie. Vous avez été là, et là encore, vous êtes au Maroc. Tout ça dans l'objectif de savoir comment vont vos compatriotes du côté de la diaspora. Donc, je tiens à vous féliciter dans ce sens. Merci Effectivement, beaucoup. je suis arrivé au Maroc dans le cadre de mes études. J'ai fait des études ici. Et donc, à l'issue de mon parcours, nous avons mis en place cette association de jeunes Ivoiriens qu'on appelle la JCPUM, Jeunesse consciente et participative, parce que nous estimons qu'en tant que jeunes, et surtout en tant qu'Ivoiriens, nous devons aussi de participer au développement de notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas rester à marge du développement de notre pays. Et vous conviendrez avec moi que le développement d'un pays ne peut pas seulement se limiter aux membres du gouvernement. Chaque citoyen, chaque population, en fonction de ses moyens, par sa posture, en fonction de son statut, doit pouvoir contribuer au développement de notre pays. Donc c'est dans cette veine-là que nous, au niveau de la diaspora, malgré que nous ne sommes pas au pays, mais nous estimons que nous avons le droit et le devoir de participer au développement de notre pays. Donc, c'est à l'issue de cela, à l'issue de cette réflexion-là, que nous avons mis en place cette association qui nous permet de nous retrouver en tant que jeunes Ivoiriens de la diaspora pour parler des sujets de développement de notre pays, d'échanger un peu par rapport à la politique nationale de notre pays et proposer aussi des idées à notre ministère de tutelle en ce qui concerne des idées de développement pour notre pays. Donc, voilà un peu quelques éléments en tant qu'objectif de notre association. Mais nous sommes dans un pays qui nous reçoit, qui est le Royaume du Maroc. Nous nous sommes dit, notre pays, la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc entretiennent de très bonnes relations qui sont aujourd'hui bénéfiques aux deux parties. Comment faire pour que cette relation puisse perdurer dans le temps? Donc, la pérennisation des relations diplomatiques entre nos deux pays font partie également de nos objectifs. D'accord, c'est bien Et noté. Alors, vous existez depuis 2000 combien? depuis 2018, nous avons mis Depuis l'association en place. 2018, nous Ouais, sommes en 2023, on dira 3 à 4 ans d'existence, c'est bien cela. tout à fait. Alors, vous êtes au nombre de combien? Vous avez pu dénombrer combien d'Ivoiriens qui résident au Maroc? Si on se réfère au recensement des élections de 2020, étant donné que quand il y a des élections présidentielles, la diaspora aussi vote, les élections de 2020, selon le recensement des élections de 2020, les Ivoiriens du Maroc aujourd'hui s'élèvent à près de 10 000. 10 000 Ivoiriens. 10 000 Mais, Ivoiriens qui résident au Maroc, c'est bien cela. Et ils sont dans quel domaine d'activité généralement? alors, les domaines d'activité en ce qui concerne les Ivoiriens du Maroc sont multiples en fait. Il y a d'abord il faut catégoriser comme suite. Il y a d'abord ceux qui viennent pour des études, parce que le Maroc est une destination en termes d'études supérieures. Donc, il y a ceux qui choisissent le Maroc pour des études universitaires en raison de sa stabilité politique, la qualité de son enseignement. Il y a également ceux qui choisissent le Maroc comme pays pour venir se chercher, entre guillemets, comme on le dit. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont peut-être ou n'ont pas forcément une qualification depuis la Côte d'Ivoire, mais qui décident de venir au Maroc se chercher. Donc,
quand ils viennent, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont au moins le minimum en termes de compétences, c'est-à-dire qui savent s'exprimer, qui ont peut-être le bac ou en tout cas qui ont un diplôme. C'est ça. Et quand ils viennent, généralement, le secteur qui les reçoit le plus, c'est le secteur de centre d'appel. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas les centres d'appel, c'est des boîtes qui sous-traitent pour des multinationales qui sont certainement basées en France ou peut-être même au Maroc ici. Donc, il y a le domaine des centres d'appel. Il y a aussi le domaine des gouvernants de domicile pour nos sœurs, il faut le dire. C'est un métier. C'est nos sœurs qui quittent la Côte d'Ivoire, qui viennent, qui sont gouvernants de domicile, communément comme on appelle les nounous, C'est c'est-à-dire ça. qui sont dans des villas, dans les appartements des familles marocaines, qui font entre autres l'assainissement de la maison, entre autres le ménage, ou qui s'occupent carrément des enfants, de leurs patronnes pendant que leurs patronnes sont au boulot. Il y a également celles qui font le commerce, qui font la promotion des denrées alimentaires de nos pays, la tchéké, la banane plantain, de l'huile. Il y a celles qui font le commerce de ces produits-là. Il y a également ceux qui font des affaires, c'est-à-dire C'est qui ont ça. développé des entreprises ici, de consulting, de, de cabinet. Alors, ce sont Donc entre voilà un peu. autres les différents domaines d'activité dans lesquels on Et retrouve généralement les 10 000, les 10 000 Ivoiriens qui résident au Maroc. Alors, est-ce que la JCPIM est la seule association qui cherche à défendre les intérêts, les droits des Ivoiriens qui résident au Maroc? non, non, pas du tout, loin de nous. Euh, il existe plusieurs associations communautaires ivoiriennes au Maroc On peut en dénombrer qui, combien? qui, une vingtaine. Nous Une sommes une vingtaine. vingtaine Et d'associations quels sont vos réparties sur rapports? toutes les Tout se communes. passe bien entre vous. Comment vous collaborez? Oui, nous sommes dans de très bons rapports. Nous avons mis en place au niveau de Casablanca une coalition associative dans laquelle on retrouve tous les présidents d'associations. Le président de cette coalition, vous me permettrez ici de le rendre hommage, c'est le président Aka Alain, qui est le doyen qui fait partie de l'un des doyens de la communauté. Nous l'avons choisi comme président de notre coalition. Alors, cette coalition-là, c'est une plateforme de consultation. Lorsqu'un président d'association est confronté à une situation, il partage un peu la préoccupation dans le groupe et puis bon, chacun, en fonction de son expertise, en fonction de ses idées, apporte des solutions. Donc tout ceci, c'est pour le bien-être de notre communauté. Et donc Alors, nous, au niveau parlant de... particulièrement de la JCPIM, qu'est-ce que la JCPIM entreprend comme action pour faciliter l'intégration des Ivoiriens qui sont en situation régulière au Maroc? Alors ça, c'est une très bonne question. Vous me donnez un peu l'occasion de parler un peu de ce que nous faisons, notre bilan. Alors au niveau de l'association, nous, ce que nous faisons principalement dans un premier temps, c'est d'abord d'orienter nos compatriotes. Parce que nous estimons qu'on ne peut pas venir dans un pays sans avoir les connaissances, sans connaître un peu les tuyaux, comme on peut le dire, un peu des différents secteurs d'activité. Donc, pour nos compatriotes, c'est-à-dire pour ceux qui sont dans l'association la JCPIM, nous essayons d'abord d'orienter en donnant l'information sur les différents secteurs où on s'est dit que quand tu es jeune Ivoirien, si tu vas dans ce type d'activité, tu as la possibilité, en tout cas, tu as toutes les chances de pouvoir gagner de l'emploi. Ça ne sert à rien d'aller t'arrêter devant des portes qui ne peuvent pas s'ouvrir ou d'aller dans des emplois qui ne sont pas ouverts aux étrangers. Il faut le dire clairement. Parce qu'il y a des domaines d'activité qui sont réservés aux fils du pays, aux Quels nationaux, sont comme on ces le domaines dit. d'activité qui sont réservés Par aux fils du exemple, pays? le domaine du transport, par exemple. Ici, un étranger peut pas être chauffeur de taxi ici. C'est pas possible. Donc, c'est Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils réservé avancent strictement. comme argument? C'est la politique nationale. Ça consiste tout simplement à protéger de l'emploi pour leurs compatriotes. Donc, le domaine du taxi, c'est un peu compliqué. Il y a des secteurs également, par exemple, un étranger ne peut pas totalement investir, il faut des licences. Donc, si vous voulez, il y a des secteurs d'activité comme ça qui sont balisés, entre guillemets, comme on peut le dire, qui sont Donc, réservés. on a le transport, Voilà. on a quoi d'autre? Après le secteur du transport, on a aussi, je pense aussi le secteur de l'agriculture. Le secteur de l'agriculture, c'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on a envie d'avoir des terres pour cultiver, bon, peut-être c'est des réformes ça évolue,
mais c'est plus ou moins réservé aux autochtones, aux fils du pays. Et après même, il y a au niveau de l'administration, c'est-à-dire quand on a envie, je vous donne par exemple l'exemple. Si un étudiant arrive à avoir son diplôme, pas forcément un étudiant, c'est-à-dire toute personne qui est diplômée, quand tu viens au Maroc, lorsque tu te fais recruter par une entreprise, on impose aux entreprises, on n'impose pas, c'est la loi, on demande aux entreprises de faire appel d'offres sur toute l'étendue du territoire marocain pour savoir est-ce qu'il n'y a pas un Marocain qui a les mêmes compétences ou qui répondrait aux compétences, au poste qu'on a envie de te donner. Et donc, voilà un peu, Donc, ce que vous c'est dites, des mesures c'est qui que montrent. les subsahariens sont victimes de discrimination au Maroc pour l'emploi et pour bien d'autres choses. C'est cela? Non, non, ce n'est pas, je n'appelle pas ça de la discrimination. Je n'appelle pas ça de la discrimination. C'est une politique, c'est une convention d'établissement qui existe entre le Maroc et puis certains pays. Est-ce que vous C'est-à-dire pensez quand que ton cette pays n'est politique, elle est juste? ben oui, en tout état de cause, il faut le dire. Chacun d'entre nous, chaque État se bat au mieux pour protéger ses compatriotes. Là, au Maroc, par exemple, ils appellent ça la loi la loi d'établissement. Donc, tous les pays qui sont signataires de cette convention d'établissement, leurs compatriotes peuvent facilement intégrer le tissu professionnel. Le Sénégal, par exemple, est signataire de cette convention avec le Royaume du Maroc. La Tunisie, l'Algérie, et puis voilà des pays qui sont signataires de cette convention. Nous, la Et Côte la Côte d'Ivoire, d'Ivoire? justement, c'est ce qui nous peine. Malgré les très bonnes relations qui existent entre nos deux pays, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas signataire de cette convention. Et ça nous pénalise énormément, il faut le dire. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes Ivoiriens perdre des opportunités d'emploi parce que tout simplement, il n'y a pas cette convention signée. Les entreprises même refusent parfois même des profils des jeunes Ivoiriens parce que, en fin de compte, le patron de la boîte te fait comprendre qu'il ne peut pas t'embaucher parce qu'il aura du mal à te donner un contrat. Est-ce que Voilà. vous arrivez à vous expliquer cette situation, ce fait que la Côte d'Ivoire n'ait pas encore signé cette convention qui pourrait permettre à ses ressortissants qui vivent au Maroc d'intégrer ces domaines d'activité que vous avez cités, notamment le transport, l'administration et bien d'autres? En fait, je pense que cette problématique-là, c'est une question, je ne veux pas dire de volonté politique, je ne sais pas si je dois parler de manque d'information, bien de laxisme politique. Nos autorités peut-être ne sont pas au parfum de cette situation. Nous avons reçu ici en son temps le président de l'Assemblée nationale, le président Bitogo, lorsqu'il était en mission au Royaume du Maroc. Nous lui avons fait part de ce cas de figure. Il nous a demandé un mémo dans lequel nous avons décrit exactement ce qu'il fallait pour pouvoir arriver à signer cette convention-là. Nous n'avons pas encore eu de retour. C'est l'occasion pour moi peut-être de... C'est une question de volonté. Le Maroc n'est pas fermé parce qu'aujourd'hui, le Maroc est dans cette politique d'ouverture vers les pays d'Afrique. Alors, je vois mal le Maroc refuser une telle convention avec un pays qui serait demandeur. Parce que il faut aussi dire, c'est du donnant-donnant. C'est de la politique win-win. Donc, si nous acceptons de permettre à vos compatriotes de travailler ici facilement, d'intégrer le tissu professionnel, en retour aussi, vous permettrez peut-être à nos compatriotes dans vos pays aussi d'intégrer un certain... Donc, c'est des échanges, en fait, c'est des accords. Il D'accord. faut Alors, peut-être quand vous analyser ça déplorez de ce plus près. fait-là, cette situation, est-ce qu'on devrait comprendre que la situation des Ivoiriens au Maroc est très difficile? Quel est l'état des lieux? Quelle est la situation réelle des jeunes Ivoiriens qui vivent au Maroc pour vous qui êtes président d'une association de jeunes Ivoiriens au Maroc? Je dois vous avouer honnêtement que le fait qu'il n'y ait pas cette facilité de pouvoir intégrer le tissu professionnel rend quand même la situation compliquée. Parce que j'ai vu beaucoup d'étudiants diplômés qui, à cause de cette difficulté-là, n'arrivent pas à obtenir de l'emploi. C'est véritablement compliqué, il faut le dire. Ça rend plus ou moins compliqué. Maintenant, bon, après, il y a d'autres voies aussi qui permettent quand même de pouvoir se réaliser. Il y a la voie de l'entrepreneuriat qui est également une possibilité. Il n'y a pas seulement que dans le tissu professionnel qu'on peut s'en sortir. Il faut avoir cette capacité de pouvoir innover, d'entreprendre. Les Ivoiriens aujourd'hui,
Je prends par exemple l'exemple de la culture. Aujourd'hui, nous avons des jeunes Ivoiriens qui excellent dans le domaine culturel, qui ont créé leur entreprise dans le domaine culturel, qui font la promotion de la culture ivoirienne ici. Donc, il y a plein de structures comme ça dans ce sens. Le showbiz, comme on le dit chez nous, par exemple, est contrôlé, le showbiz ivoirien, le showbiz au Maroc est contrôlé par des Ivoiriens. C'est des secteurs qui permettent également, qui créent de l'emploi, il faut le dire en toute honnêteté. Donc, dire que la situation des Ivoiriens au Maroc est un peu difficile, c'est un peu trop dit. Ça va, on s'en sort pas mal, et puis voilà. D'accord, vous vous en sortez pas mal, mais vos compatriotes qui étaient en Tunisie, sinon qui sont en Tunisie, connaissent actuellement beaucoup de difficultés et traversent beaucoup de difficultés. Pour généraliser, on dira que les subsahariens qui sont en Tunisie connaissent ces temps-ci des problèmes, ils sont victimes de plusieurs formes d'injustice, de racisme, de violence, d'arrestation. Vous qui êtes subsahariens, quel est le regard que vous portez sur cette situation? Quel commentaire en faites-vous? Merci beaucoup pour cette question. Avant de peut-être donner mon commentaire, permettez-moi de pouvoir remercier l'État de Côte d'Ivoire, en l'occurrence le gouvernement, et en la tête le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ainsi que le Premier ministre, le ministère des Affaires étrangères, pour cette assistance qui a été déclenchée pour nos compatriotes. Voyez-vous, ces événements qui sont déroulés en Tunisie ont choqué tout le monde. C'était difficile de voir qu'un pays, aussi un pays africain, puisse se comporter de la sorte à l'égard de ces autres peuples frères d'Afrique. C'est dommage. Donc c'est vraiment avec beaucoup de peine que nous avons partagé un peu ce qui arrive à nos compatriotes. Mais je dois vous dire que cette situation qui s'est passée en Tunisie a créé beaucoup d'inquiétudes au Maroc ici. Ah Parce que, bon, oui, expliquez-nous, clarifiez-nous les choses. Ça bien dépeint sur le sûr, quotidien des subsahariens au Maroc? absolument, absolument, parce que, Expliquez-nous. bien sûr, voyez-vous ce que ça fait pour quelqu'un qui est dans un pays étranger, et quand vous voyez un peu ce qui se passe de l'autre côté à vos frères, quand c'est ce qui arrive à vos frères à l'étranger, donc il y a de quoi. Ça a créé beaucoup de frayeurs au sein de nos communautés. Beaucoup de nos compatriotes nous ont contactés pour dire clairement, président, Encore des soucis techniques qui vont très vite se régler. Et puis voilà, c'est là aussi le métier. Nos techniciens sont à pied d'œuvre pour rétablir la connexion depuis le Maroc, pour échanger avec notre voilà. invité Et Jacques Loa qui est avec nous. Oui, Jacques Loa, on donc je vous disais, écoutait sur les inquiétudes que la situation en Tunisie a suscité chez bien les sûr, subsahariens au Maroc, notamment les Ivoiriens. tout à fait. Voilà. Cette situation en Tunisie a créé beaucoup de frayeurs au sein de notre communauté au Maroc ici. Beaucoup de nos compatriotes nous ont contactés pour savoir est-ce que ce qui s'est passé en Tunisie un jour, est-ce qu'après la Tunisie, est-ce que le Maroc, est-ce que ça n'allait pas contaminer le Maroc? Donc, nous nous sommes retrouvés en train de les rassurer, de leur faire comprendre que c'est vrai que ça se passe en Tunisie, mais la Tunisie est loin du Maroc. La Tunisie n'est pas égale au Maroc. Nous pensons qu'au Maroc, il y a cette maturité-là. Il y a cette maturité-là. Aujourd'hui, le Maroc l'a compris. Le Maroc a compris qu'il faut composer avec ces pays frères, amis d'Afrique subsaharienne. Ce que Donc, vous nous dites, c'est que nous estimons. cette situation peut jamais arriver au Maroc. C'est ce que vous nous dites? Oui, nous avons cette certitude-là que Mais il y a des le témoignages Maroc, qui nous parviennent, qui font état de ce que depuis que ces violences se sont éclatées, sinon ont éclaté en Tunisie, des subsahariens seraient l'objet de violences, de racisme, d'arrestations au Maroc. vous savez, lorsqu'on parle de racisme, il faut lever un peu l'équivoque. En fait, le racisme existe partout. Je ne dis pas que tout est rose au Maroc, pas du tout. Il y a forcément des manquements, il y a forcément des cas d'injustice, comme en Côte d'Ivoire d'ailleurs, comme dans tous les pays. Mais il faut ici regarder un peu la balance, là où ça pèse énormément. Quel est le degré? Comment ça se passe? Quel est le comportement nous-mêmes de nos compatriotes vis-à-vis aussi des Marocains? Est-ce que nous respectons? Là, par exemple, je prends un exemple. Nous sommes en période de Ramadan. euh, dans toute la ville est morose, tout est stable, tout est calme. Voilà, on ne boit pas de l'eau dans la rue parce que c'est un pays islamique. Mais est-ce que dans la mentalité
de nos frères, ils sont prêts à accepter ce type de règles que le pays impose. C'est des règles du pays auxquelles il faut s'adapter. Donc, par moment, certains de nos compatriotes ont du mal à s'aligner sur les principes et les règlements de ce pays. Donc, Alors, vous une parlez fois de que... comportement, d'agissement de nos compatriotes, des subsahariens. En Tunisie, hein, par exemple, les autorités reprochent aux subsahariens d'envahir le pays, d'être à l'origine de l'insécurité, de nuisances de toutes sortes. Bref, pour les autorités tunisiennes, les subsahariens sont des problèmes de sécurité sur le sol. Est-ce que ce sont des cas qui sont similaires au Maroc? Vous savez, quelle que soit l'attitude de nos compatriotes, rien ne justifie un peu le comportement du gouvernement tunisien à l'égard de nos compatriotes. Il y a ce qu'on appelle l'autorité de l'État. Il y a ce qu'on appelle l'autorité de l'État, il y a la force régalienne de l'État. Donc, si au sein de la communauté, nous avons des personnes indisciplinées, l'État est là pour servir. Donc, rien ne justifie de tels comportements. Au Maroc, au sein de nos communautés, il y a des indisciplinés, il faut le dire. Il y a des gens qui ne respectent pas forcément des mesures. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Tout le monde n'est pas parfait. Acceptons aussi du fait que les gens n'ont pas la même éducation, si je peux me permettre ce type de langage. C'est pour ça que l'État est là, c'est pour ça qu'il y a des autorités pour pouvoir mettre de l'ordre. Donc, je ne pense pas que ça puisse être un argument assez fondamental pour aboutir à de tels actes. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Alors, les Ivoiriens qui sont revenus de la Tunisie ont dénoncé des cas de violence policière à répétition ou encore des abus d'autorité. Est-ce que des cas similaires se sont déjà produits au Maroc? Par moment, oui. Oui, il y a eu par moment des altercations entre la police marocaine et certains de nos frères qui, peut-être, généralement, ça arrive beaucoup plus dans la zone la zone qui fait frontière au pays, à l'Europe, notamment Alors, la ville de ces altercations Tanger. sont dues à quoi? Qu'est-ce que ces policiers reprochent à ces Non, subsahariens? non, c'est des altercations qui sont dues tout simplement parce que vous avez un groupe de personnes qui veulent traverser, qui veulent aller à la Méditerranée. Et naturellement, les autorités sont là pour les empêcher de partir. Donc, du coup, ils sont hostiles l'un et l'autre. Donc, quand ils voient un peu les autorités marocaines, la police qui vient, ils sont hostiles à la police. Donc, il faut le dire tout simplement parce que la police les empêche de pouvoir peut-être traverser la barrière. La police les empêche de pouvoir peut-être prendre la mer. Donc, c'est normal. Quand ils se retrouvent, ça ne peut qu'aboutir à des altercations. Alors, vous parlez d'immigration. On sait que le Maroc, c'est une voie qui est beaucoup empruntée par les subsahariens dans l'espoir de rallier l'Europe. Quelle est la situation au niveau de l'immigration à partir du Maroc? Bon, c'est une question très pertinente. Alors, il faut le dire, je pense que c'est malheureux de le dire. Par le passé, ces phénomènes, ça continue toujours d'exister d'ailleurs. Mais aujourd'hui, le Maroc a pris des dispositions. Le Maroc a commencé à instaurer des visas entre certains pays subsahariens. Je pense que c'est beaucoup plus à cause de cet élément-là. Ce n'est pas l'un des éléments qui a favorisé cela, mais je pense que l'un des éléments qui a beaucoup plus accéléré la mise en place des visas électroniques entre certains pays d'Afrique et le Maroc, c'est à cause de ce phénomène d'immigration. Et donc, le Maroc est considéré comme un lieu de passage, il faut le dire tout simplement. Le Maroc est victime de sa proximité avec l'Europe. Et donc, certains de nos frères qui ont pour ambition, qui ont tellement envie d'aller en Europe, passent par le Maroc pour pouvoir rejoindre l'Europe. Et quand ils ne viennent pas pour rester, ils ne viennent pas pour travailler comme certains de nos compatriotes le font. Mais Donc, qu'est-ce que vous eux, ils faites, viennent, votre association, qu'est-ce que vous faites pour les empêcher de s'aventurer sur ce chemin qui est périlleux? tout ce que nous pouvons, on n'a que la sensibilisation. C'est-à-dire c'est un état d'esprit.
Ça, je dois vous La le dire très sensibilisation, vous concrètement. sensibilisez depuis très longtemps, mais on voit que les gens persistent, continuent d'aller sur la mer. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir votre mode de fonctionnement? Je vais vous raconter, je vais vous expliquer un peu le contexte pour que vous puissiez comprendre. Vous Allez-y. savez, ces personnes qui s'adonnent à cette aventure-là, voilà pourquoi je dis que c'est un état d'esprit. Généralement, c'est des gens qui quittent la Côte d'Ivoire avec tous les moyens, qui quittent la Côte d'Ivoire peut-être avec l'équivalent de 3 à 4 000 euros. Et donc, quand ils viennent, ils ne peuvent même pas vous écouter. Ils cherchent, vous ne pouvez même pas savoir qu'ils sont là. Ils ne viennent que pour traverser. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement, pas seulement que nous, l'association des jeunes, on a tellement fait, même les ONG marocaines, il y a tellement eu d'agissements dans ce sens que c'est compliqué. C'est difficile. C'est difficile. Ça, je dois vous le dire clairement que nous n'arrivons pas. Je ne sais pas si peut-être il faut le dire que c'est un échec clairement, mais on n'arrive pas. C'est-à-dire on n'arrive pas à dire à nos compatriotes d'abandonner cette aventure. Vous pensez Clairement. que ce sont les autorités ivoiriennes sur place, ici en Côte d'Ivoire, qui devraient le faire? Je pense peut-être qu'il y a des actions qu'on peut faire à partir de la Côte d'Ivoire, peut-être Telles que, pour freiner ce phénomène. Mais en même temps, nous avons peur parce que si l'État prend véritablement, je prends par exemple un exemple, pour quelqu'un qui quitte la Côte d'Ivoire, qui vient au Maroc, personne ne sait qu'est-ce que la personne vient faire au Maroc. La personne peut se dire, je vais me chercher comme tout le monde, alors qu'en réalité, la personne vient pour traverser. Donc, comment l'État fait pour savoir que c'est quelqu'un qui est en train de prendre le chemin de la Méditerranée. Donc, ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un que nous passons, la personne passera. Donc, c'est difficile. Il faut aussi peut-être se mettre à la place de l'État. Mais je pense que l'une des solutions, peut-être qu'il faut, c'est de créer des opportunités, permettre aux jeunes de croire, de pouvoir avoir, de travailler, d'entreprendre, accompagner les jeunes entrepreneurs, permettre aux gens de pouvoir facilement avoir un prêt bancaire pour se lancer, ne serait-ce que souvent pour aussi, hein, commencer on une première reproche à activité. vous qui êtes de l'autre côté de vendre du rêve à vos compatriotes qui sont ici en Côte d'Ivoire. Vous leur faites croire que tout va bien là où vous êtes. Et voilà pourquoi ils sont toujours tentés de partir malgré les interpellations. C'est vrai. Moi, je ne veux pas vous le nier, c'est vrai. On a certains de nos compatriotes qui sont avec nous au Maroc ici, mais qui ne sont pas au Maroc. C'est-à-dire, ils sont là, mais ils font croire à leurs parents ou font croire aux quartiers en Côte d'Ivoire qui sont en France. Donc, malheureusement, c'est la force des réseaux sociaux, c'est les conséquences aussi des réseaux sociaux. C'est malheureux, c'est un état d'esprit, mais c'est la réalité. Effectivement, c'est la réalité. Les gens n'ont pas le courage de dire exactement ce qui se passe. On continue de faire miroiter un peu, on se fait passer pour ce qu'on ne sommes pas. C'est d'ailleurs aujourd'hui le phénomène qui est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le voir, il y a des personnes qui nous disent tout le temps, ben, ne regardez pas forcément de ce qui se passe sur les réseaux sociaux en fait. Parce que sur les Alors, réseaux sociaux, pour personne terminer n'est... très rapidement, des doléances à faire à l'endroit des autorités ivoiriennes et marocaines en vue d'un mieux-être des ressortissants ivoiriens qui vivent au Maroc. Alors, la première doléance d'abord, c'est peut-être au niveau des autorités marocaines. Nous demandons encore aux autorités marocaines de les remercions toujours pour cette ouverture-là. Il faut le reconnaître en toute franchise. Mais nous leur demandons encore davantage de pouvoir véritablement encore s'inscrire dans la politique, dans la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui demande aujourd'hui au peuple marocain de s'approcher davantage des pays d'Afrique. Et je pense que le message passe, mais il y a encore des insuffisances. En ce qui concerne nos doléances, nous tenons dans un premier temps à rendre hommage à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour cette ouverture-là, rendre hommage également au peuple marocain pour l'hospitalité. Mais ce que nous demandons aux autorités marocaines d'aujourd'hui, c'est de toujours œuvrer dans la politique de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui est de faire de l'Afrique, de rassembler les pays d'Afrique autour d'un idéal commun. Voyez-vous, par le passé, le casier judiciaire, c'est un document qu'on nous demandait pour pouvoir faire la carte de séjour. C'est-à-dire, lorsque vous avez envie d'avoir la carte de séjour au Maroc, on vous demande le casier judiciaire. Mais aujourd'hui, pour récupérer aujourd'hui, pour pouvoir avoir ce casier judiciaire-là, on nous demande la carte de séjour. Alors que pour avoir la carte de séjour, on nous demande le casier judiciaire. Voyez-vous un peu cette nouvelle réglementation
qui vient encore s'ajouter. Je pense que c'est des mesures encore qui vont rendre encore la vie pénible à l'ensemble des communautés subsahariennes. Le casier judiciaire, par le passé, on le prenait juste avec le passeport, mais aujourd'hui, on nous demande la carte de séjour. Alors que pour faire la carte de séjour, on demande le casier judiciaire. Ça c'est une difficulté majeure. C'est une nouvelle mesure qui a commencé à prendre forme. Nous demandons très humblement aux autorités marocaines de nous accompagner dans ce sens en abandonnant cette mesure-là pour permettre à la communauté subsaharienne de pouvoir mieux s'en sortir. Aux autorités ivoiriennes, tout simplement, je dirais tout simplement à notre ministère des Affaires étrangères de mettre en place un pouvoir qui va nous permettre de pouvoir échanger, de pouvoir recueillir les problèmes de la diaspora. C'est très important. La diaspora aussi peut être source de développement. Merci infiniment à vous d'avoir permis ce moment d'échange. Merci beaucoup à vous, Jacques Loy, président de l'Association des jeunes ivoiriens qui résident au Maroc. Ça a été un réel plaisir pour nous de vous avoir entendu sur ces questions qui concernent les ressortissants ivoiriens au Maroc et puis en général les subsahariens qui vivent dans le royaume chérifien. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. À très bientôt sur nos antennes pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.